Nous sommes dans le dernier droit avant les vacances des fêtes. On peut commencer à faire des bilans, revenir sur la session qui s'achève, d'autant plus qu'elle se terminera la semaine prochaine avec l'énoncé économique d'automne qui sera finalement présenté par le gouvernement. On le sait maintenant. Je reçois notre analyste que vous connaissez bien, Geneviève Tellier, politologue, professeure à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, Catherine. Alors, si vous voulez bien, commençons par revenir sur Donald Trump, qui présente, semble-t-il, presque systématiquement maintenant, Justin Trudeau comme le gouverneur du 51e État. Certains pouvaient penser qu'une fois ou deux, ça pouvait être drôle, mais là, ça commence pas à ressembler à un manque de respect pour l'homme et pour la fonction. Les mots comptent quand même. Est-ce que ça risque de ternir un peu l'image de Justin Trudeau? Oui, de Justin Trudeau, mais peut-être de l'ensemble du Canada puis des Canadiens, parce que c'est pas juste Justin Trudeau qui l'attaque, mais c'est le Canada dans son ensemble. Et comme vous l'avez dit, les Canadiens, bon, on est habitués un petit peu à entendre ce genre de propos-là à la blague, mais là que ça soit répété continuellement, je pense que certaines personnes vont commencer à se creuser la tête, à se gratter la tête en se disant, ben qu'est-ce qu'il veut accomplir avec ce qui est pas loin d'être des insultes. Puis quand on veut négocier, surtout sur la scène internationale, ben il faut mettre un peu d'eau dans son vin, il faut modérer ses propos. Puis on sent qu'avec Donald Trump, c'est vraiment pas le cas. Est-ce qu'il veut attaquer la crédibilité de Justin Trudeau parce qu'il préférait une autre personne soit premier ministre et qui négocie avec cette personne-là? C'est pas clair non plus. Donc, on a de la difficulté à suivre vraiment son fil. C'est quoi un peu sa stratégie? Mais d'y aller avec des insultes, c'est un peu nouveau ce qu'on voit. Oui, il y a déjà eu des petites frictions avec Justin Trudeau par le passé, mais là, comme je vous disais tantôt, c'est pas juste Justin Trudeau. J'ai l'impression qu'on s'attaque à l'ensemble du Canada et ça pourrait en agacer vraiment plus d'un. Oui, c'est quand même le premier ministre du Canada. Puisqu'on parle de Donald Trump, parlons évidemment de la surveillance des frontières, si vous voulez bien, dans l'énoncé économique qui va être présenté lundi. La ministre des Finances pourrait annoncer qu'elle alloue des budgets supplémentaires à la surveillance de la frontière pour resserrer cette surveillance. Vous vous attendez à quoi? Ben, ça a été un peu annoncé. Je pense que c'est 1,5 milliard qui serait annoncé justement pour renforcer la surveillance. On a parlé des drones, peut-être avoir plus de personnel aussi aux frontières. Encore une fois, on a l'impression que le gouvernement arrive tardivement à gérer un dossier. C'est pas nouveau qu'il y a des problèmes à la frontière. Rappelez-vous tout le chemin Roxham à l'époque. Ça faisait beaucoup discuter, notamment au Québec. Pourquoi l'argent n'était pas disponible à ce moment-là et comment le serait à ce moment-ci, alors que les finances publiques ne vont pas très bien non plus. Évidemment, il y a le facteur Trump qui rentre en ligne de compte. C'est très certainement en réponse aux demandes de M. Trump et c'est sans doute parce que le gouvernement ne voit pas d'autres alternatives. Donc, jusqu'à présent, on pouvait un peu temporiser, c'est-à-dire acheter du temps, dire oui, ça s'en vient, on est en train d'élaborer les stratégies, mais cette stratégie-là, ça ne fonctionnera sans doute plus avec Donald Trump qui veut des résultats immédiats. Oui. Et donc, je pense que c'est un exercice de bonne relation publique, entre autres, avec cette annonce-là. Et est-ce que ce sera suffisant, ce budget-là? Pour qui? Pour M. Trump, ça reste à voir. Est-ce que le 1 milliard est vu comme un pas dans la bonne direction? Effectivement, ce sera sans doute pas suffisant, mais ce sera peut-être assez pour, encore une fois, acheter un peu de temps et dire, bon, ben, on va pouvoir attendre à la prochaine année avant de consacrer des dépenses supplémentaires. Est-ce que ça sera suffisant pour les Canadiens aussi? Beaucoup de gens trouvent que le gouvernement dépense à la fois pas assez et trop. On est un peu dans une situation paradoxale où il y a des besoins criants partout, dont la frontière, mais en même temps, le gouvernement fait des déficits plus importants que prévu. C'est d'ailleurs un chiffre qu'on va regarder attentivement la semaine prochaine, c'est l'ampleur du déficit. Et donc, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Plusieurs vont dire non, effectivement, on dépense trop. Alors, je pense que plusieurs vont dire c'est pas suffisant, mais en même temps, est-ce qu'on a la capacité de payer davantage? Et c'est le gros problème de ce gouvernement-ci, c'est d'avoir tellement dépensé par le passé que lorsque vient d'avoir le temps de dépenser des sommes importantes et urgentes, ben là, on a beaucoup moins de marge de manœuvre. Oui, d'autant plus qu'il faudra allouer davantage d'argent à la défense. C'est aussi ça une demande expresse de Donald Trump. Alors, ça fait partie des dossiers où je vous disais on avait temporisé pendant très longtemps, puis on disait en 2031 on va dépenser plus. Il va falloir dépenser plus maintenant. On ne peut plus vraiment attendre. Oui, et tout ça arrive au moment où la ministre risque de déclarer qu'on a un déficit de plus de 40 milliards de dollars. On ne va pas se limiter à 40 milliards, fort probablement. Est-ce que ça commence à être le genre de choses qui est de nature à inquiéter les lecteurs moyens en 2024 et les marchés aussi?
Ben, pour commencer, oui, les marchés, parce que ça veut dire que le gouvernement doit emprunter davantage. Les taux d'intérêt vont sans doute augmenter. Plus on emprunte, plus on voit ce phénomène-là arriver. Maintenant, oui, 40 milliards, c'est un peu comme un seuil psychologique. On avait l'impression qu'on dépasserait pas ce fameux 40 milliards-là. Et là, peut-être qu'on va attraper, on va rejoindre le 50 milliards, ce qui serait pas impossible. Le directeur parlementaire du budget avait parlé de 46 milliards très récemment. Et donc, avec tous les dépenses supplémentaires, on pourrait bien atteindre ce montant-là. C'est l'accumulation de ces 40 milliards de dollars-là, année après année, qui pose problème. Vous faites 3 fois 40 milliards de déficit annuel, ben vous dépassez le 100 milliards de dettes supplémentaires. Et donc, à ce rythme-là, plusieurs se demandent, ben oui, finalement, on emprunte pour payer la liste d'épicerie et ça règle pas le problème. Puis aussi, plusieurs se rappellent, mais dans les années 90, on avait coupé énormément les dépenses pour établir l'équilibre budgétaire. Ça avait été un exercice extrêmement douloureux, tellement que des fois on en parle encore. Et donc, est-ce qu'on a fait tous ces sacrifices-là il y a 30 ans pour revenir à la même situation où nos finances ne vont pas très bien? Et ça, je pense qu'aussi, ça pourrait être une autre préoccupation pour plusieurs Canadiens et aussi pour les marchés financiers. Est-ce qu'on ne peut pas se demander s'il y a une mésentente grandissante entre Justin Trudeau et Chrystia Freeland? Ce serait bien qu'il y ait une mésentente. Je vais peut-être vous surprendre un peu avec ça, là, mais un ministre des Finances doit des fois dire non. Et dire non à son premier ministre, dire non à des ministres. Et on a l'impression jusqu'à présent que la ministre actuelle n'a pas souvent dit non. Enfin, on l'a pas beaucoup entendu publiquement. Si elle l'a fait en privé, ça l'a pas donné beaucoup de résultats. Peut-être que justement, ce qu'on entend ces derniers temps, où là, il y aurait peut-être des petites frictions entre le bureau du premier ministre et le bureau de la ministre des Finances, c'est qu'on a décidé d'amener un peu ce débat-là sur la scène publique. Mais pour moi, c'est un peu rassurant qu'il y ait ce débat-là. Ce qui m'inquiétait jusqu'à présent, c'est que justement, on ne semblait pas avoir de frein à la volonté du gouvernement de dépenser plus. C'est normal que certains ministres veulent avoir plus d'argent pour faire fonctionner leur programme, mais en même temps, ça prend d'autres personnes au Conseil des ministres qui leur disent « Oui, mais on n'a pas les ressources illimitées. Alors, si vous voulez dépenser plus, très bien, mais on finance comment? Est-ce qu'on finance avec des déficits? Ben, voici ce que ça va nous coûter. » Et donc, d'être un peu le chien de garde financier du gouvernement. Et c'est ce qu'on entend maintenant Mme Freeland faire. Ce qui serait important, c'est que M. Trudeau garde Mme Freeland et accepte d'écouter. Est-ce que c'est des reproches ou enfin des commentaires, et ne fasse pas ce qu'on avait l'impression avec Bill Morneau, l'ancien ministre des Finances, où parce que ça déplaisait à M. Trudeau, il s'est départi de son ministre des Finances. Alors, ça va être surtout avec la suite qui va être intéressant à voir, comment M. Trudeau et Mme Freeland arrivent à travailler en ayant des différences de vue, et c'est sain à avoir, tant que ça ne devient pas un enjeu qui paralyse tout. Oui, effectivement. Alors, sur un ton un peu plus léger, peut-être, Geneviève, amusons-nous, si vous voulez bien, faire une espèce de palmarès là, à la fin de cette session d'automne. Des politiciennes, politiciens qui ont bien fait, qui ont moins bien fait. Alors, qui arriverait pour vous en tête? Je vous dirais sans doute Yves-François Blanchet, qui a très bien joué ses cartes lorsque l'entente a été déchirée par le NPD, l'entente avec les libéraux, où là, on a senti que le Bloc québécois était prêt à agir, à intervenir. C'est pas facile pour un parti d'opposition qui a pas beaucoup de marge de manœuvre. Avec cette entente-là, le Bloc pouvait pas faire grand-chose à part dire certaines choses sur la place publique. Et avec la fin de l'entente, ben oui, il a essayé de négocier, de marquer des points. Ça n'a pas réussi comme il le voulait, mais le Bloc québécois est quand même un acteur, un parti important. Et donc, il était prêt à cette nouvelle situation-là. Et pour ça, ça veut dire une très bonne préparation de sa part. Et qui a moins bien fait? Je vous dirais Jack Metzing, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de Canadiens qui se demandent pourquoi est-ce que l'entente a été déchirée. Alors, on a de la difficulté à comprendre où veut nous amener le NPD. Il critique à la fois le gouvernement, mais l'appuie lors des votes de confiance. Et on ne voit pas encore comment le NPD se démarque vraiment des libéraux, parce que finalement, et c'est un peu une position inconfortable pour eux, le NPD va demander à avoir des exigences, mais c'est les libéraux qui vont les mettre en place. Jusqu'à présent, ça a profité aux libéraux et non pas au NPD. Donc, ça n'a pas été une très bonne session pour M. Singh, qui voulait sans doute changer la dynamique, mais cette dynamique-là n'a pas changé. Geneviève, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était encore une fois fort intéressant. Je vous en prie. Merci beaucoup.